Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols. Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources. Je suis Fanny Hervera et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Citizen Vox. Alors, aujourd'hui, on part du côté de l'Est parisien, à Marne-la-Vallée, sur un territoire de 618 000 habitants, composé de 44 communes, situées sur 3 départements, et avec la présence d'un acteur économique touristique majeur, l'entreprise Disney. Alors, pour décrypter la trajectoire de transition de ce territoire et les défis nombreux auxquels il doit faire face, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Diguet, directeur opérationnel de l'aménageur EPA Marne, EPA France. Arnaud, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir parce que EPA Marne, EPA France est un acteur vraiment majeur de la région Île-de-France qui a fait beaucoup évoluer ses pratiques et son savoir-faire ces dernières années. On va particulièrement s'intéresser aux outils et aux modèles économiques que vous mettez en place pour s'adapter aux nouveaux enjeux de la fabrique urbaine, d'abord sur un plan écologique, bien sûr, climatique, mais aussi économique. Alors, on peut peut-être commencer par revenir sur votre parcours. Vous êtes directeur opérationnel d'EPA Marne, EPA France et directeur général de la SPLA IN, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle M2CA. Côté formation, vous avez été diplômé de l'École nationale des travaux publics de l'État et vous avez un master de l'Institut d'urbanisme de Lyon. Pouvez-vous rapidement vous présenter, c'est-à-dire présenter vraiment votre parcours avant d'arriver à EPA? Mon parcours est un parcours avant tout d'aménageur. J'ai commencé mon parcours en Alsace, dans une société d'économie mixte qui était adossée à un office public de l'habitat qui faisait de l'aménagement, avec un gros travail sur des friches industrielles et sur des projets urbains dans des communes de tailles diverses et variées. Et après, je suis passé à la SERM, à Montpellier, qui est le grand aménageur de la métropole de Montpellier, à la fois sur des projets de logement, puisqu'il y a une très forte demande de logement à Montpellier, et puis dans un deuxième temps sur le projet métropolitain autour de la nouvelle gare TGV de Montpellier, un projet qui faisait sens à l'époque pour la dynamique montpelliéraine. Et après, je suis passé à l'EPA Paris-Saclay, qui était en grande dynamique à l'époque, notamment autour du projet de la ZAC de Moulon, où nous développions à la fois un campus universitaire, mais aussi un vrai quartier de vie sur le plateau de Saclay. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'occuper des fonctions de directeur opérationnel à EPA Marne, et tout récemment, en plus de ces fonctions-là, d'occuper un poste de directeur général d'une des SPLAIN du groupe EPA Marne EPA France, qui s'appelle M2CA. Alors, vous avez été effectivement à Montpellier pendant 12 ans, je crois. Oui, tout à fait. À la SERM et dans les SPLA qui existaient à Montpellier, j'y ai passé 12 ans. Et 12 ans aussi, oui. Peut-être sur Montpellier, parce que c'est un territoire qui intéresse toujours les auditeurs. C'est évidemment des grandes villes en développement constant. Et puis, accessoirement, c'est ma ville d'origine, alors je suis toujours très intéressée. Vous pouvez nous donner 2 ou 3 peut-être anecdotes intéressantes sur les projets que vous avez développés à Montpellier, notamment sur le TGV. Alors, ce qui est passionnant à Montpellier, c'est que c'est une grande école de l'architecture et de l'urbanisme, portée à l'époque par un adjoint à l'urbanisme qui s'appelait Raymond Dugrand, qui a lancé avec le maire de l'époque, Georges Frêche, une très grande dynamique et surtout une pensée territoriale inscrite sur le long terme. Par d'abord une très grande politique d'aménagement et d'acquisition foncière qui a permis notamment en 20 ans de développer ce qu'on appelle Port-Marianne, qui est un quartier qui avait déjà de très grandes vertus en termes de développement durable, puisque c'est un quartier qui se développait le long des lignes de transport. En l'occurrence à Montpellier, c'est le tramway, mais aussi avec une vraie densité le long de ces lignes de transport, complètement à l'encontre du modèle de développement urbain, par exemple comme des métropoles comme Toulouse, qui s'est beaucoup développé autour de lotissements ou ce genre de choses, d'étalement urbain. Donc là, une vraie densité urbaine, une vraie qualité de vie, qui est d'ailleurs très appréciée, ce qui a contribué à l'attractivité, et aussi un des vecteurs très forts du développement et de l'aménagement, qui est l'équilibre entre emploi et habitants.
puisque systématiquement, bien sûr, on crée du logement à la Serre, mais en parallèle, on crée du développement économique. Et le tout dernier projet sur lequel j'ai travaillé, qui était autour de la gare TGV, en était un des fers de lance. C'est-à-dire se dire, on peut profiter de l'arrivée d'une nouvelle gare TGV, qui est arrivée en 2017 à Montpellier, pour créer de l'emploi, créer une dynamique, notamment au travers des nouvelles technologies, tout en accompagnant l'arrivée de nouveaux habitants, puisque la ville de Montpellier et sa métropole sont en forte croissance. Oui, vous avez vraiment contribué à la construction d'une vision vraiment territoriale portée, vous l'avez dit, par Georges Frêche, mais c'est quand même assez intéressant en tant qu'aménageur d'être vraiment la cheville ouvrière, si j'ose dire, d'une vision forte en matière d'aménagement. C'est une de mes grandes convictions en tant qu'aménageur, c'est de porter et de réaliser un projet de territoire défini par les élus. Et c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs à EPAMarne systématiquement, c'est de transformer une vision territoriale des élus en un projet concret, opérationnel, qui réponde aux besoins des habitants et des usagers. C'est votre vision de l'aménagement. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que le rôle de l'aménageur, ça a toujours été de porter le projet politique et de le mettre en œuvre plutôt, ou pas ? Est-ce que les choses évoluent ? Alors en tout cas, pour ce qui est des aménageurs publics, où j'ai eu la chance de travailler, que ce soit des aménageurs de petite taille comme en Alsace, ou de gros aménageurs comme EPAMarne ou la Serme, ce sont des structures de plus de 100 salariés, c'est des structures importantes d'aménagement. Je pense que ça fait partie de notre ADN. Porter un projet de territoire, c'est notre ADN, même si on a toujours le regard sur la viabilité économique des choses et qu'on alerte d'ailleurs nos partenaires collectivités lorsqu'on estime que les projets ne sont pas viables économiquement ou ne répondent pas à un besoin économique. Et ça, pour le coup, ça reste un vrai enjeu pour nous d'accompagner les collectivités, même si notre métier change. On va avoir l'occasion probablement d'en reparler sur la façon d'aménager. En revanche, le cœur de notre métier, c'est-à-dire répondre à un besoin des territoires, ça reste intact et j'espère que ça le restera dans les années à venir. Bon, on a fait un petit détour du côté de Montpellier. On va quand même revenir à notre territoire là d'études, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait un petit peu rapide des enjeux territoriaux qui est le périmètre d'intervention EPAMarne, EPA France ? Alors, je vais peut-être faire un petit rappel historique. EPAMarne a été créé en 1972. À l'époque, dans cette dynamique dite des villes nouvelles. Le territoire de l'Est francilien était assez peu urbanisé à l'époque et donc en cohérence avec la création et l'arrivée du RER A, il y a eu un souhait de développer des territoires toujours en respectant cet équilibre emploi-habitants, en amenant également des pôles universitaires de haut niveau comme la Cité Descartes à Champs-sur-Marne. Puis il y a eu un nouvel événement complètement unique en France qui est l'arrivée de Disney dans les années 80, qui a fait qu'à la fin des années 80 s'est créé également EPA France, qui est la petite sœur de EPAMarne, qui était créée pour accompagner l'arrivée de Disney avec tous les enjeux d'infrastructure derrière. Donc l'histoire d'EPAMarne, EPA France est construite sous forme d'une ville nouvelle. Et ce qui est très intéressant de cet aménageur, c'est qu'il a perduré dans le temps, il est encore là aujourd'hui avec une structure très solide, en étant sur un territoire plus large. Aujourd'hui, on est sur un territoire de 44 communes au total, et avec des modes d'intervention beaucoup plus diversifiés, puisque bien évidemment, il reste encore dans le portefeuille d'opérations de grandes opérations. Je citerai par exemple le Sycomore à Bussy-Saint-Georges, c'est 4500 logements, donc c'est une des plus grosses opérations d'Île-de-France, mais également des opérations de restructuration urbaine, également du travail sur du tissu urbain comme à Noisiel, plus ponctuel, sur des opérations de taille 1 ou 2 hectares, donc une très grande diversification des métiers de l'aménageur au travers de l'histoire du groupe EPAMarne EPA France. Au niveau des enjeux territoriaux, du coup, vous disiez assez peu densifié dans les années 80, en tout cas assez peu, oui c'est ça, densifié. Quels sont les enjeux aujourd'hui actuels, puisque la configuration territoriale a quand même beaucoup évolué depuis ? Alors il y a 2 enjeux qui restent constants, et c'est très positif, c'est une très forte attractivité de l'Est francilien. On le voit au travers, par exemple, des parcs d'activités qu'on développe. On a des taux de commercialisation extrêmement rapides, une très forte demande des entreprises, des PME, des PMI, du monde de l'industrie, qui se confirme et va rester fort dans les années à venir. Une très forte demande également de logement. On est sur des territoires attractifs donc, qui attirent, avec une vraie qualité de vie. On a en tête Marne-la-Vallée avec ses grandes forêts, ses espaces agricoles, la vallée de la Marne, etc., qui confirment cette attractivité. Donc ces enjeux-là restent les mêmes. Par contre, les nouveaux enjeux
qui surviennent depuis quelques années, c'est de reconstruire la ville sur la ville. Historiquement, donc cette ville nouvelle que j'appellerais première phase, on a en tête des secteurs comme Noisy-le-Grand, comme Champs-sur-Marne, comme Torcy. On est en train, aux côtés des collectivités, de réinterroger cette ville nouvelle qu'on a nous-mêmes créée il y a 20 ans ou 30 ans de cela. Et ça, pour le coup, c'est un nouvel enjeu. Ça s'inscrit totalement dans la logique de la loi climat et résilience, qui introduit des notions du zéro artificialisation nette et plus généralement de la sobriété foncière, puisque reconstruire la ville sur la ville, ça permet cette première vertu d'être économe sur le foncier et de se concentrer sur des secteurs déjà urbanisés. On a un autre enjeu qui est apparu, on aura probablement l'occasion d'en reparler, c'est toute la question de l'agriculture, du paysage, de la nature en ville, qui sont des sujets qu'on explore assez fortement à Épamarne, y compris grâce au fait que, historiquement, par la ville nouvelle, on a acquis énormément de terrains, dont certains terrains ont été certes urbanisés, mais dont d'autres terrains sont restés à vocation agricole ou naturelle, ce qui nous permet de conforter les paysages, de conforter la présence agricole, tout en accompagnant la transition écologique. Oui, on va effectivement y revenir longuement tout à l'heure. Ce qu'on constate, c'est que les enjeux du territoire que vous évoquez, finalement, ont constitué la feuille de route du projet stratégique de EPA Marne, EPA France depuis quelques années. J'en veux pour preuve que quand EPA Marne construit son plan stratégique opérationnel, ce qu'on appelle le PSO, c'est tous les 5 ans, on le remet à jour. Donc là, c'est 2020-2024. Voilà, il est en train de s'achever. On en construit un nouveau qu'on va approuver cette année. Il est totalement construit en partenariat avec les collectivités, dans l'écoute des collectivités et de leurs enjeux de territoire, pour qu'ils soient traduits dans les grandes thématiques qu'on développe dans notre PSO. Une petite question personnelle, vous y répondez évidemment si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui a motivé votre arrivée à EPA Marne ? Quelle a été la motivation, le moteur, le déclencheur qui fait que vous aviez envie de rejoindre cet aménageur ? Alors en tant qu'aménageur, on a toujours plusieurs motivations et challenges. Le premier, c'est de travailler sur un nouveau territoire avec des nouveaux enjeux, de nouvelles problématiques. Et puis également, plus personnel, ça me permettait moi de monter en compétences, tant en termes managériels et encore plus récemment en termes, je dirais, de direction, puisque j'assure désormais la direction de M2CA en étant du coup mandataire social. Donc ce sont des challenges qui moi me plaisent, donc qui m'ont amené à évoluer et aujourd'hui, je trouve ça très satisfaisant. Vous avez rejoint le PA en 2019, je crois. 2019, tout à fait. Très bien. Alors, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, le rôle des aménageurs quand même avec ces nouveaux enjeux climatiques, écologiques a beaucoup évolué. Il y a la notion de sobriété, évidemment, qui aujourd'hui est comme une forme de fil rouge pour la fabrique urbaine. Donc, évidemment, comme les autres aménageurs, vous êtes saisis de cette question. Et en particulier, vous avez développé un outil qui s'appelle l'outil Calizane pour accompagner ces logiques de sobriété foncière. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler un petit peu de cet outil qui est assez original et qui a été lancé, je crois, il y a quelques mois, peut-être un ou 2 ans, un Calizane. Alors, ce qui est intéressant quand on a un aménageur très structuré comme EPA Marne, c'est qu'on a à nos côtés, nous les opérationnels, une direction de la stratégie et de l'innovation qui effectivement, via des outils comme Calizane, peut traduire de manière concrète toutes les actions que mène le groupe EPA Marne EPA France au regard du ZAN. J'en citerai plusieurs. En fait, notre action pour cette sobriété foncière, elle commence déjà par des questions de densité que du coup on va mesurer au travers de nos outils comme Calizane, puisque je citerai un très bon exemple, par exemple, qui est la commune de Montévrain. En partenariat avec les élus, on développe un projet, un écoquartier, et on s'est dit à un moment qu'on tentait de densifier autour de la gare RER, puisqu'il y a une gare RER, y compris à des hauteurs assez importantes pour un secteur à 25 km de Paris, puisqu'on est en R+7, R+8, pour préserver, au titre du ZAN, des espaces agricoles qui avaient été prévus de construire il y a quelques années. Il y a 15 ans de ça, il était prévu de les construire. On a décidé de ne pas les construire et d'accepter une densité auprès de la gare, qui est la gare RER de Montévrain.
On utilise également des outils de densité plus à la parcelle. Je vais vous citer là encore un exemple très concret. On développe des parcs d'activité, puisqu'il y a une forte demande en activité économique. Jusqu'à maintenant, on était sur des coefficients d'occupation des sols à la parcelle d'à peu près 0,3, 0,4. Et là, on a fait tout un travail en interne avec toutes nos équipes techniques, innovation, pour pouvoir amener les industriels qui vont s'implanter à être plutôt dans des densités proches de 1, c'est-à-dire construire sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire verticaliser les stationnements, notamment au travers d'outils comme les parkings silos et autres. Et pour arriver à ça, tout ceci se mesure, ça a des effets concrets qui nous permettent de démontrer que cette sobriété foncière, elle est concrètement suivie d'effets sur le terrain et dans les différents projets d'EPAMARN. Ce qui est intéressant avec cet outil Calizan, c'est que c'est une tentative en tout cas de mesurer, de donner un peu des métriques à la sobriété foncière, et avec 3 indicateurs intéressants qui sont à la fois sur l'intensité urbaine, vous en avez parlé, mais aussi sur le fonctionnement écologique des sols. C'est-à-dire qu'on passe vraiment plus d'une logique surface et aussi travailler le sol dans sa propriété physique et écologique. Et ça travaille aussi le potentiel fertile des sols. Donc, c'est ces 3 objectifs qui donnent lieu à des indicateurs qui me semblaient vraiment intéressants et qui a été développé dans cet outil. Est-ce que cet outil, vous le déployez de manière systématique sur les opérations, ou comment vous déployez cet outil à l'échelle de PA? Alors, sur chacune des opérations, désormais, on utilise cet outil, puisque ça nous semble faire sens tant sur nos aménagements, puisque cette qualité des sols, on travaille, moi j'ai beaucoup travaillé par exemple avec la paysagiste Marion Talagrand sur ces questions-là, la question des sols fertiles, comment rendre fertiles certains sols qui ne l'étaient plus, etc., que sur les terrains privés qui sont développés par les entreprises, où grâce à la compacité des bâtiments, qu'ils soient de nature économique ou logement, on peut préserver des espaces libres dont on va laisser les sols se renouveler, être favorable à la biodiversité et aussi contribuer d'ailleurs aux corridors écologiques que nous-mêmes on met en place sur nos aménagements. Donc, quelle que soit la taille du projet, quel que soit celui qui construit, on applique ces outils-là pour avoir une cohérence d'ensemble. C'est une start-up qui a développé cet outil, je crois, Soleco. Solenco, oui. Solenco. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez uniquement pour EPAMARN, ou est-ce que vous allez peut-être le développer à l'extérieur avec d'autres partenaires ? Alors pour l'instant, c'est au sein d'EPAMARN. Après, les développements dans les années à venir, je ne sais pas vous répondre là-dessus. Il faudrait peut-être plutôt interroger mon collègue de la direction de la stratégie. Mais en tout cas, moi, ce que je constate avec bonheur, c'est que ces outils et ces acteurs comme Solenco sont de plus en plus nombreux à avoir une vraie compétence sur la question des sols. Assez souvent, les sols ont été les grands oubliés. Et aujourd'hui, ces acteurs-là nous aident nos maîtrises d'œuvre aussi, qui sont demandeuses là-dessus, pour renforcer la qualité des sols et pérenniser nos aménagements. Alors, on va s'acheminer vers un sujet qui est important dans le nouveau modèle, finalement, de fabrique urbaine. C'est la question du recyclage urbain, bien sûr. Le recyclage du foncier existant, ça devient le standard de production depuis quelques années, au moins dans l'intention. Évidemment, la pratique est beaucoup plus complexe. Donc, d'une manière générale, comment EPAMARN, EPA-France aborde la question du recyclage foncier? Est-ce que, par exemple, depuis quelques années, puisque ça devient la norme, est-ce que ça a changé l'organisation des équipes en interne? Est-ce que vous avez recruté des spécialités sur ces sujets ou pas du tout? Enfin, voilà, comment vous avez abordé cette question du recyclage d'une manière générale? Alors, si on fait une mise en perspective, au-delà d'EPAMARN et EPA-France, je pense que c'est intéressant de regarder les aménageurs en France et leur évolution sur ce sujet-là. La Serme est un très bon exemple à Montpellier, puisque Montpellier s'était développé sur des terres non urbanisées pendant des années, et aujourd'hui, la Serme fait quasi exclusivement du recyclage urbain. C'est la même chose pour EPAMARN.
Donc ça veut dire non seulement un changement de mode de faire dans la conception de nos projets, leur densité, dans leur bilan financier, puisque ce ne sont pas les mêmes natures de bilan financier, avec de beaucoup plus forts déséquilibres que sur des opérations en développement urbain. Donc un appel nécessaire à des subventions qu'on va aller chercher auprès de certaines collectivités comme la région Île-de-France, qui accompagnent beaucoup le recyclage urbain, ou au travers de subventions de l'État, qui accompagnent notamment au travers du fonds Friches. Et également, pour répondre à votre question des compétences, de conforter les compétences sur ces questions-là. Je vais vous citer un exemple. On a une direction technique aujourd'hui qui est à nos côtés, qui a engagé un recrutement assez fort d'ingénieurs spécialisés sur les questions de démolition, sur les questions de construction, sur les questions de réhabilitation de l'immobilier, alors qu'historiquement, EPAMarne avait plutôt des ingénieurs qui réalisaient de l'aménagement, de voiries, réseaux divers. Donc on voit que le métier change, mais c'est aussi un métier qui change dans les fonctions support. On a des fonctions support très solides à EPAMarne, puisque systématiquement vont se poser des questions juridiques. Pour vous citer des exemples, on est désormais dans des copropriétés, ce qu'on n'était pas avant. Donc ça demande aussi une compétence, ça demande un savoir-faire sur les questions d'assurance, sur les questions de travaux. Donc effectivement, notre savoir-faire, il se conforte et il évolue avec l'évolution du métier. Alors, on peut essayer d'illustrer ça par une opération concrète que EPAMarne a réalisée. On peut, par exemple, parler de l'opération Casterman à Chelles. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'opération dans cette perspective recyclage urbain et montage par EPAMarne de cette opération? Alors, cette opération, elle est intéressante à plusieurs titres. Je commencerai par le mode de faire en termes d'outils. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc je suis moi-même directeur général de M2CA, qui est une des 3 SPLAIN du groupe EPAMarne EPAFrance. Une SPLAIN, donc c'est une société où le capital est partagé entre EPAMarne et les collectivités. Donc c'est cette SPLAIN M2CA qui va réaliser le projet au travers d'une concession d'aménagement que lui confie un de nos actionnaires, en l'occurrence la ville de Chelles. Donc déjà en termes de montage, c'est intéressant. C'est une évolution des types de montage et de structures qu'on mobilise, même si l'expertise, elle est au sein du groupe EPAMarne. On s'appuie sur toutes les expertises du groupe EPAMarne, mais avec un outil de partenariat très fort avec les collectivités. C'est important parce que la notion du risque sur le renouvellement urbain, sur la reconstruction de la ville sur la ville, est beaucoup plus important que quand on faisait, il y a 10 ans, il y a 15 ans, du développement urbain, où les équations restaient assez stables. Aujourd'hui, sur le renouvellement urbain, on sait que c'est par nature déséquilibré, d'où l'importance de partager les risques avec les collectivités. Vous pouvez peut-être situer le programme et le périmètre ? Donc on est sur un périmètre d'environ 7 hectares. C'est situé en entrée de ville de Chelles, une des entrées de ville de Chelles. Donc Chelles, c'est une ville d'à peu près 55 000 habitants, très dynamique, extrêmement bien connectée à Paris, notamment par le RER E et demain par la ligne 16 du métro du Grand Paris, avec un fort enjeu sur ce projet de, à la fois bien sûr traiter l'entrée de ville, mais également recycler une friche. Historiquement, c'était une friche industrielle de la SNCF. On est à côté de l'immense gare de triage de Chelles, avec des enjeux d'ailleurs de pollution. Donc un programme mixte dans lequel on retrouve à peu près 700 logements, une demande de logements assez forte sur Chelles, qui est un territoire très attractif, mais également une volonté d'implanter entre 2000 et 4000 m² de commerce, de services, pour répondre aux besoins des habitants, pour créer des lieux de vie et d'animation. Et puis un très fort enjeu on pourrait parler de recyclage de toutes les voiries existantes, qui sont des voiries faites dans les années 80, avec une part très importante au bitume, au stationnement, et très peu pour les piétons, les cyclistes et les modes doux. Donc un vrai enjeu de recyclage également de ça. Et puis très spécifiquement sur ce projet, mais c'est très important aussi dans la question du recyclage urbain, un petit musée porté par une association qui s'appelle Amtuir, qui est un musée des transports. Ils ont récupéré année après année un certain nombre de véhicules, de tramways, de bus, etc. Très intéressant. Donc comment valoriser également un existant en réhabilitant. Donc là on rentre dans un volet pur de réhabilitation, ce que ne faisait pas EPAMarne avant,
Comment, en réhabilitant ce bâtiment, le mettant aux normes d'accessibilité, de sécurité, etc., en faire un lieu de vie et un lieu d'attractivité au cœur des quartiers. Donc un programme assez mixte. C'est une opération, pour donner quelques grandes lignes, d'à peu près 40 millions d'euros d'investissement, donc à la fois en dépenses et en recettes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour pouvoir sortir cette opération, il est nécessaire de mobiliser des financements de subventions externes. Pourquoi ? Parce que historiquement, la pollution sur ce genre de site génère des investissements très lourds qu'on n'avait pas à l'époque sur des sites de développement urbain. Pour vous donner une échelle, on est aux alentours de 3 millions, 3,5 millions de dépollution sur un site comme ça, ce qui est très important. Et donc, on va construire un partenariat avec par exemple la région Île-de-France, qui nous aide sur ce projet au travers d'un dispositif très intéressant qui s'appelle 100 quartiers innovants, ou au travers de l'État, avec qui on souhaite s'inscrire dans une logique de fonds friches. On a déposé d'ailleurs un dossier en ce sens, pour accompagner et faire en sorte que ces projets, malgré les contraintes financières, puissent effectivement sortir de terre. Bon. Et tout ceci signifie que, également, dans le mode de faire, avant même de pouvoir commencer à imaginer et commercialiser des lots pour que des promoteurs réalisent tel ou tel projet de logement, ce qui est assez classique des PAMarn, on a toute une phase de libération des sols, de travail sur ces sols pour les rendre parfaitement compatibles avec la fonction résidentielle qui viendra dans les années à venir sur le site. Donc, sur le modèle économique, vous avez un petit peu avancé. Effectivement, cette opération, elle peut se réaliser parce qu'on va chercher des fonds publics. Ça signifie que s'il n'y a pas de fonds publics, s'il n'y a pas de subvention, s'il n'y a pas de dotation dédiée à ces projets, le projet ne peut pas se faire, y compris dans un territoire qui, malgré tout, reste un territoire où il y a une vraie dynamique de marché et où les prix de sortie permettent quand même de réaliser ces opérations. Est-ce qu'il y a d'autres leviers pour un modèle économique sans forcément passer par un apport de fonds publics ? Est-ce qu'il y a des solutions ? En fait, je ne pense pas qu'il existe en France. Nous, on fait beaucoup de benchmarks, on partage beaucoup avec nos collègues aménageurs ou avec les collectivités. Il n'existe pas de modèle aujourd'hui où on ferait payer par le privé 100% du recyclage urbain. Ça n'existe pas. Il faudrait des prix de sortie complètement hors normes et au final, ça serait des opérations qui ne sortiraient pas parce que le client final qui achète un appartement ou celui qui achète des mètres carrés de bureau ne serait pas en capacité à payer ces prix-là. Donc il y a forcément une volonté et une nécessité globale d'une intervention publique en amont au travers des subventions et des participations des différents acteurs. Après, c'est du gagnant-gagnant, puisque derrière, tous ces projets créent une vraie dynamique territoriale, nous on travaille toujours aussi, quand on fait par exemple, on est en train de travailler sur un projet de renouvellement de la ville sur la ville pour un très grand parc d'activités qui fait plus de 300 hectares, qui s'appelle Paris-Est. Bien sûr, si ce recyclage et cette densification arrivent à se faire, en termes opérationnels, il y aura des subventions des différents acteurs publics, mais derrière, on régénère de l'emploi, on régénère de la taxe foncière sur la propriété bâtie, on régénère de la CVAE, de la CFE, ou de la taxe com, s'il y a un peu de commerce et de services, qui sont très bénéfiques pour les collectivités. On génère aussi de la TVA, qui est bénéfique pour l'État, puisque chaque projet immobilier est soumis à TVA. Donc, finalement, c'est un cercle vertueux. Mais aujourd'hui, imaginer qu'on peut faire des modèles de recyclage foncier sans aide, ça ne serait pas compatible avec les prix de sortie que vont payer au final les acheteurs de logements ou de bureaux. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer de revoir un peu, par exemple, la structure des bilans ? Peut-être intégrer d'autres recettes issues du temps long de l'exploitation, ou imaginer comme ça des montages où il y en a une maîtrise foncière vraiment de long terme qui permettrait de retravailler les structures de bilan. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez ? Alors j'imagine que sur un plan opérationnel, bien évidemment, puisque ces outils n'existent pas, il faut faire avancer les opérations et donc sur un plan opérationnel, ça n'a pas d'issue aujourd'hui, mais est-ce que vous réfléchissez en tant qu'aménageur sur une dimension plus prospective à des outils économiques qui pourraient transformer un peu la question des bilans ou pas ? Alors ce qui est intéressant, c'est que le temps long,
c'est le temps des collectivités. Nous, aménageurs, on est presque éphémères, même si les projets urbains prennent parfois 10 à 15 ans. On est là pour enclencher la réalisation d'un projet urbain, dont on espère qu'il se réalisera dans des délais corrects et avec une faisabilité opérationnelle. Sur le temps long, c'est la collectivité qui effectivement engrangera les bénéfices de ces opérations. Par contre, sur le temps long, là où on réfléchit, nous aménageurs, et Epamarn n'est pas le seul, j'ai échangé avec des collègues de la CERM récemment, ils sont aussi en train de travailler là-dessus, on se pose la question de la détention foncière. Puisque le modèle classique de l'aménagement, c'est l'aménageur achète des terrains, les viabilise et les revend. Aujourd'hui, notamment sur le développement économique, on se pose la question, et on est très avancé là-dessus, Epamarn, de la détention foncière sur long terme, en revendant non pas du terrain, mais en signant des baux à construction avec tel ou tel investisseur ou constructeur, pour que demain, dans 20 ans, dans 30 ans, il soit plus simple de faire évoluer le foncier. Parce qu'on sait que quand le foncier est vendu à la découpe, on se retrouve avec des secteurs que je pourrais presque qualifier de copropriété horizontale. L'exemple que je citais tout à l'heure de la ZAC Paris-Est, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, dans cette ZAC-là, il y a 80 ou 100 parcelles qui sont toutes détenues par des privés divers et variés. C'est très compliqué de faire évoluer ce foncier-là. Alors que si la puissance publique, via un acteur comme Epamarn, garde en propriété les terrains, c'est quand même plus facile sur le long terme de faire évoluer les choses. Et ça va, là aussi, dans le sens de cette sobriété foncière, c'est-à-dire potentiellement, dans 30 ans, de refaire également la ville sur la ville en faisant évoluer les programmes. Ces outils de baux à construction, c'est des outils qui restent encore marginaux dans votre boîte à outils, si j'ose dire, ou est-ce que vous allez vraiment vers une généralisation de ces montages ? On en est au début. Des opérations dont je m'occupe, là, qui s'appelle la ZAC de la Miro-Croissy. On est en train de travailler avec l'équipe développement économique chez nous à signer un premier bail à construction sur une première parcelle. On a une opération phare qui s'appelle la Rucherie sur le territoire de Bussy-Saint-Georges, qui devrait être également un démonstrateur pour ces questions de bois à construction. Nos collègues de GPA travaillent aussi là-dessus, mais c'est pour l'instant, les premiers baux sont en train d'être signés. On est vraiment au tout début de l'aventure. Alors, si je reviens très rapidement sur l'opération Casterman, on a parlé donc du modèle économique. Vous disiez sur le montage juridique et le montage technique, est-ce qu'il y a des choses à préciser sur ces montages? Vous parliez de la concession qui permettait de sécuriser. Est-ce qu'il y a d'autres éléments intéressants? Alors la concession restera toujours le bon outil de partage des enjeux programmatiques et financiers d'une opération entre l'aménageur et la collectivité, maître d'ouvrage du projet. Donc ça reste un très bon outil. On adapte les concessions en fonction de la taille du projet et des types d'investissements qu'il faut réaliser. Là où il y a une nouveauté quand on recycle la ville sur la ville, c'est que on sort assez souvent du modèle classique que développait Epamarn par le passé, ou la CERM, qui était un modèle de ZAC, puisque systématiquement, prenons une ville comme Bussy-Saint-Georges, qui est ville nouvelle, sur Bussy-Saint-Georges, il y a au moins 6 ou 7 ZAC qui ont été développés par Epamarn. Aujourd'hui, avec notre service juridique, on regarde systématiquement pour chaque projet quel est le meilleur mode de faire au sens des procédures administratives et juridiques. Et on peut parfois conclure que la ZAC n'est pas forcément l'outil le plus approprié, mais qu'on peut imaginer, par exemple, par permis d'aménager successifs, voire parfois par des permis de construire valant division. Et on peut imaginer des montages différents. Par contre, ce qui est quand même important, il faut bien l'avoir en tête, c'est que systématiquement se posent les questions, pour le coup, qui sont devenues très juridiques et techniques, des évaluations environnementales. Car quelque projet que ce soit, quel que soit le mode administratif de réalisation, il faut bien anticiper toutes les questions environnementales, que ce soit des questions de circulation, des questions de biodiversité, des questions d'agriculture, des questions de densité, etc. Tous ces impacts environnementaux, ça, de toute façon, quelle que soit la procédure, on a besoin d'être extrêmement expert sur ces questions-là, de bien travailler en amont avec tous les services spécialisés de l'État. On a en tête, par exemple, que les DDT jouent un rôle très important sur les questions de la loi sur l'eau, c'est-à-dire tous les enjeux hydrauliques, qui sont des enjeux fondamentaux dans les projets d'aménagement, de recyclage de la ville sur la ville. Parce que parfois, hélas, la ville a été construite sur des bases qui ne prenaient pas en compte les pluies actuelles ou tout au moins les normes
hydraulique actuelle. Donc on a un vrai travail là-dessus, sur cette question. Donc quelles que soient les procédures, il faut toujours sécuriser les évaluations environnementales. Est-ce qu'on peut dire que le montage ZAC est un montage qui tombe un petit peu en désuétude ? Est-ce que, sur une tendance lourde, est-ce que c'est quand même des montages qui vont aller en s'amenuisant ? Pas forcément. Pas forcément, parce que la ZAC a plusieurs vertus. Une qui est très intéressante, qui est quand on a créé la ZAC, le foncier peut être du coup découpé de manière très importante, alors que quand on est sur des permis d'aménager, on est obligé de faire un découpage foncier qui est un peu figé dès le départ. L'autre avantage de la ZAC, c'est que le dossier de ZAC exprime clairement le programme d'équipement public. Donc, face à ce programme d'équipement public, on met effectivement des participations des constructeurs. Donc, c'est quand même intéressant d'afficher dès le départ l'ambition du programme d'équipement public. Et pour ça, je trouve que l'outil ZAC reste un outil tout à fait adapté. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, on se souvient, il y a très longtemps de ça, que les ZAC également étaient sur des outils un peu dérogatoires en termes de règlement d'urbanisme. Alors qu'aujourd'hui, la ZAC finalement est une enveloppe administrative, mais le règlement d'urbanisme lui-même se fait totalement en transparence avec les collectivités sur le PLU. Et donc, on s'intègre dans un PLU plus global, qui était un peu le défaut des ZAC de l'époque, c'était un peu hors sol, alors qu'aujourd'hui, on est dans une vraie logique de territoire qui est traduite par les collectivités dans leur PLU. Vous développez aussi des montages de type projet partenarial d'aménagement ? Alors, les PPA, effectivement, est un dispositif qui est assez récent. Et que les aménageurs et les collectivités utilisent de plus en plus souvent, notamment sur des projets complexes et de grande importance. À Épamarne, le premier que nous avons signé est situé sur la commune de Noisy-le-Grand, très gros enjeu de recyclage de la ville sur la ville. Et ces partenariats publics d'aménagement permettent de consolider un partenariat non seulement entre l'aménageur et sa collectivité, mais également entre tous les autres partenaires, donc l'État, la région, le département, des partenaires également comme la Banque des Territoires, quand il y a des gros enjeux de portage foncier avec l'EPFIF, qui est très dynamique en Ile-de-France sur ces questions-là. Et ça fixe des objectifs partagés par tous, ça fixe une stratégie et ça fixe également très clairement les enjeux d'enveloppe financière et comment chacun est engagé sur le court et le moyen terme, sur ces enveloppes financières. Et tout ceci se construit dans une gouvernance partagée qui se réunit plusieurs fois par an, souvent sous l'égide donc, et des collectivités et du préfet du département, et qui construit un vrai projet de territoire, mais qui est construit autour d'engagement. Ça permet à chacun d'être en groupe autour d'engagement. C'est intéressant, ça rebat un petit peu les cartes et les rôles des uns et des autres un peu figés jusqu'à récemment. Ouais. Et là, oui, c'est ce que vous dites. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller chercher l'engagement des acteurs sur un territoire et de fédérer autour d'un projet de territoire. Donc, ce projet politique qui était un petit peu l'apanage des aménageurs jusqu'à présent, est peut-être un peu partagé via un engagement des acteurs qui est recherché. Je pense qu'on verra de plus en plus les PPA se développer, notamment sur des sites de taille importante, parce que c'est un gage de réussite sur le moyen terme de chacun des projets. Alors, j'aimerais qu'on aille maintenant sur les modes constructifs durables que vous développez aussi à Épamarne, donc des modes constructifs durables et décarbonés, comme c'est le cas par exemple sur l'opération du Sycomore. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette opération ? Alors historiquement, Épamarne est un aménageur très en pointe sur ces questions de construction décarbonée. Et je trouve le Sycomore, où j'ai eu le bonheur de travailler sur cette opération pendant quelques années, est un démonstrateur remarquable de ce point de vue-là. C'est-à-dire bien avant la RE 2020, donc Épamarne avait souhaité imposer dans le cahier des charges imposé aux promoteurs qu'il y ait une quantité significative de matériaux décarbonés dans la construction. Ce qui fait que sur une ZAC aussi importante que Sycomore, qui est à peu près 4500 logements, ça donne un travail à grande échelle et ça démontre qu'on est capable de faire. Donc de nombreux lots sont sortis avec de la construction, notamment principalement de la construction bois, mais on a aussi quelques projets assez originaux. On a un projet assez original avec de la paille qui est utilisée en façade, notamment en tant qu'isolant. Donc,
sur cette décarbonation, EPAMarne a été fer de lance. Et maintenant que le processus est lancé, c'est enrichissant pour les opérations à venir, puisqu'on a le retour d'expérience. Et ça permet de continuer le travail tout en ayant les réussites et les échecs qui nous permettent d'avancer. Est-ce que ça a donné lieu à une dynamique territoriale autour d'une filière bois, par exemple ou... Alors la filière bois, à mon sens, est plus structurée à une échelle, je dirais, régionale, voire nationale. Donc bien évidemment, on a un effet de levier, que ce soit EPAMarne ou d'autres aménageurs, en prescrivant des choses, on favorise, mais on n'a pas, nous, d'action directe sur les filières, puisqu'elles se gèrent plutôt à l'échelle régionale ou nationale. Quelle a été la difficulté particulière sur cette opération Sycomore ? Alors, si on parle sur l'aspect décarbonation de la construction, oui. La difficulté que nous remontent les constructeurs, souvent, c'est de réussir à trouver les entreprises qui, à un moment, avaient un carnet de commandes tellement plein qu'elles n'arrivaient pas à répondre dans des délais. Il y a eu aussi des ajustements où un certain nombre d'opérateurs souhaitaient que les entreprises de construction bois soient entreprises générales. Finalement, ça n'a pas été forcément une très grande réussite parce qu'elles n'avaient pas cette culture de l'entreprise générale que peuvent avoir les entreprises de gros œuvres habituelles, c'est-à-dire Bouygues, Vinci, Eiffage, qui, elles, savent gérer un chantier. Donc ça, je pense qu'avec le recul, c'est des choses à éviter. Que bien sûr, l'entreprise construction bois fasse le clos couvert, c'est une très bonne chose. Mais par contre, sur les corps d'état secondaires, qu'ils aient le rôle d'entreprise générale n'est pas forcément une bonne chose. Donc il y a des grands succès, mais il y a quand même ce petit bémol. Attention à la façon dont les chantiers sont engagés. Le levier principal pour cette opération, dans le cadre évidemment des modes constructifs décarbonés, le levier principal, ça a été les prescriptions qu'en tant qu'aménageur, on imposait, en partenariat avec la commune bien sûr, auprès des constructeurs. C'est-à-dire qu'on fixait un niveau de labellisation biosourcée important pour que derrière, ça soit mis en œuvre. Donc nous, on avait ce levier, puisque au moment où on contractualise avec chacun des promoteurs, on met en annexe un cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères et environnementales, dans lequel on fixe des niveaux d'ambition importants. Il y avait eu un précédent avec une opération plus ancienne qui s'appelle TRID-IT. Peut-être vous pouvez nous en parler rapidement aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres projets ? Est-ce que vous systématisez la démarche de matériaux biosourcés dans vos opérations ? Alors, je n'étais pas en charge de l'opération TRID-IT, mais ce qui est quand même intéressant de cette opération, c'était une des toutes premières en construction bois d'hauteur importante. On est sur des niveaux de hauteur supérieurs à R+10. Alors depuis, bien sûr, cette opération a fait des petits ailleurs en France. Je pense notamment à Bordeaux ou ailleurs. Mais c'était intéressant pour ce volet-là. Deuxième sujet très intéressant, c'est qu'avait été décidé de réaliser le stationnement sous forme d'un parking silo. Et c'était une des premières en France d'un parking silo mix bois-béton. Ça a été un vrai challenge. On a servi un petit peu de modèle ailleurs, puisque par exemple, il a fallu convaincre les pompiers avec l'entreprise qui avait fait ce chantier à nos côtés, là, qui est l'entreprise Arbonis, en faisant un modèle échelle 1, en déclenchant un incendie volontaire de voiture pour voir comment la structure résistait au feu et pour démontrer, par exemple, qu'il y avait une tenue au feu supérieure à 1 heure, garantissant le temps d'évacuation nécessaire en cas de problème. Donc ça a été en cela, TRID-IT, pour moi, un vrai modèle pour la suite. Et après, d'autres endroits en France se sont fait des parkings mixtes bois-béton. Mais c'était important, et notamment de convaincre les pompiers sur ces questions-là. D'une manière générale, est-ce que les collectivités locales sont demandeuses de ces modes constructifs durables, ou est-ce que vous êtes plutôt à tenter de les convaincre ? Moi, je pense qu'elles sont demandeuses. C'est systématiquement dans leur feuille de route. Un exemple, je travaillais donc il y a un petit peu plus d'1 an là, avec la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire. Et spontanément, son président nous avait demandé, avec notre direction de la stratégie, de venir lui faire une présentation sur effectivement cette construction biosourcée, puisqu'on était très référent sur ces questions-là, et on est venu lui présenter, et ça lui permettait lui de confirmer dans ses convictions. C'était intéressant de le développer un peu partout sur le territoire, et pas que dans les opérations EPAMarne. Alors, j'aimerais qu'on puisse maintenant évoquer les questions de résilience urbaine par des projets d'agriculture urbaine notamment, et tous les projets autour de l'alimentation.
L'EPA à Marne a un très fort engagement pour contribuer à la résilience territoriale en soutenant ce genre de projet. Donc on peut peut-être commencer par évoquer la création de la pépinière à Chanteloup-en-Brie, dont l'EPA est propriétaire et qui fournit 100% de ses besoins horticoles pour les opérations d'aménagement qu'il porte. Comment ça s'est déroulé ce projet de pépinière ? Alors peut-être avant de rentrer dans le sujet vraiment très particulier de la pépinière, sur cette question de la résilience, quand même donner un petit peu de hauteur aux propos sur le fait qu'en fait, la résilience, on la positionne à EPA-Marne à plusieurs échelles et dans plusieurs thématiques. Bien évidemment, je vais y revenir sur la question des végétaux, plus généralement de la nature, mais aussi un des premiers grands sujets de résilience pour nous, c'est toute la question hydraulique. Aujourd'hui, nos opérations sont conçues pour tenir dans la durée, y compris au regard du changement climatique qui nous apporte sur notre territoire des pluies plus importantes, des pluies plus violentes, des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus contrastés entre des périodes très chaudes et des périodes très pluvieuses. Donc là-dessus, on intervient très fortement en anticipant des choses à l'échelle de la centenale ou autre. Il y a une opération d'ailleurs sur laquelle vous avez travaillé qui est intéressante, c'est la plaine des Cantous, je crois, sur cette question de gestion des pluies. C'est un très bon exemple, la plaine des Cantous, puisque on a relevé le challenge de faire ce qu'on appelle un zéro rejet. C'est-à-dire que les eaux pluviales ne quittent pas le site, c'est-à-dire qu'elles sont infiltrées sur place, y compris dans des pluies centenales, ce qui est très novateur, mais qui est important pour cette question de la résilience. Et donc, quand même, pour dire que tous ces aménagements publics qu'on réalise, qu'on rétrocède dans un deuxième temps aux collectivités, portent en elles cette question de la résilience. Deuxième volet, avant d'aborder et de revenir sur la question des pépinières, c'est la résilience aussi en termes de biodiversité. C'est-à-dire que systématiquement, et ça c'est une grande évolution de ces 20 dernières années, quand on propose un aménagement paysager dans nos opérations, on intègre très clairement la question de la biodiversité, puisque ces espaces sont certes des espaces très souvent ouverts au public pour des lieux de promenade ou des lieux en famille, mais également doivent permettre à de la biodiversité de se développer sur le long terme et donc de faire des quartiers résilients, y compris aux questions de la biodiversité. Alors pour revenir sur la question de la pépinière de Chanteloup, c'est un sujet passionnant. On a beaucoup réfléchi là-dessus, en partenariat avec la commune et avec son maire, qui est un maire extrêmement dynamique sur ces questions. Le vrai sujet pour nous, c'est que historiquement, on commandait via des consultations de travaux la réalisation d'espaces verts avec des plantations, comme classiquement, dont certaines plantations, du coup, étaient issues de pépinières en Italie, voire dans des endroits plus lointains. Et on s'est dit, tentons à Chanteloup de mettre en place une pépinière, c'est-à-dire qu'on met en place un système juridique qui est différent de ce qu'on faisait d'habitude, puisqu'on a un marché de fourniture, qu'on passe très en amont. On impose dans le cahier des charges que l'ensemble des graines qui permettent de planter ces arbres-là soient des graines issues d'Île-de-France, pour avoir exclusivement des espèces locales. On les plante, on les laisse grandir pendant plusieurs années. Et quelques années plus tard, on les réutilise très localement dans nos espaces publics, rue après rue, cheminement, maille piéton après cheminement, pour être dans un circuit très très court. Donc cette pépinière de Chanteloup, elle est pour nous un démonstrateur qu'on espère derrière pouvoir développer ailleurs. Ça demande beaucoup d'ingénierie parce que bien évidemment, c'est des choses extrêmement pointues en termes d'expertise écologique sur ces arbres-là, mais également ça nous oblige à geler un terrain, qui est un terrain d'à peu près 1 hectare, qu'on gèle pendant plusieurs années parce que on est contraint de garder cette pépinière pendant plusieurs années. Donc ça génère des contraintes, mais on espère que le résultat pourra servir à terme de modèle à d'autres endroits. Si on parle un peu du modèle économique, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça ? Vous êtes propriétaire de la pépinière ? Alors en fait, nous, on met à disposition un terrain. D'accord. Et donc le pépiniériste vient planter les arbres sur ce terrain avec cette contrainte des graines locales. C'est une mise à disposition C'est une mise à disposition temporaire, convention d'occupation temporaire. D'accord. C'est des choses assez classiques. On récupère notre terrain à l'issue de X années. Quand on a réutilisé l'ensemble des arbres, qu'on les a réutilisés, on peut reprendre le terrain.
Après, en termes économiques, aujourd'hui, notre modèle est un modèle qui fonctionne. Puisque, certes, on fait une avance de fonds, je dirais, dès le départ en passant ces marchés de fourniture, mais finalement, on regagne sur 5 ans plus tard, sur la commande via des marchés de paysage des arbres, puisque ces arbres-là ont déjà été plantés, déjà été commandés, donc on trouve un vrai équilibre économique. Mais à long terme. Mais oui, sur plusieurs années. L'échelle, c'est à peu près 5 ans. Comment vous avez sélectionné le pépiniériste ? Appel d'offres. Appel d'offres. On peut maintenant peut-être parler de l'opération Grand Est aussi sur la question de l'agriculture et d'accompagner la transition agricole. Je crois que cette opération est vraiment intéressante. Alors, c'est l'opération Paris-Est. Paris-Est. J'ai dit Grand Est, oui. Pardonnez-moi. Évidemment, c'est Paris-Est, c'est noté Paris-Est en plus. Alors, Paris-Est, sujet passionnant, opération de développement économique sur 320 hectares, développée donc par EPAMarn, assez tôt, à la fin des années 70, et qui aujourd'hui est réalisée à 98%, mais sur lequel on réfléchit avec toute l'équipe EPAMarn à voir comment on pourrait, en partenariat avec la communauté d'agglo, densifier le site pour continuer à pouvoir offrir du développement économique sur un site qui est déjà bâti. Et au cœur de cette opération, il y a une terre qui avait peut-être été imaginée constructivement, mais qu'on a laissée en agriculture. Donc aujourd'hui, c'est une agriculture classique, mais avec un souhait de la collectivité de l'aménageur d'en faire un lieu de transition écologique, à la fois sur le mode de faire, c'est-à-dire aller vers une agriculture biologique, avec toutes les contraintes qu'on connaît, mais également sur le côté agriculture de proximité. Donc on est en train de travailler avec le monde agricole pour trouver des maraîchers qui puissent venir. C'est un terrain qui fait à peu près 9 hectares, donc potentiellement on peut avoir 2 ou 3 maraîchers sur ce terrain-là, pour venir développer. Vous avez la maîtrise foncière ? On a la maîtrise foncière. C'est l'immense avantage, c'est que grâce à ce matelas foncier dont dispose EPAMarn, c'est l'historique de la ville nouvelle, ça permet d'envisager ces projets agricoles en maîtrisant le foncier et derrière de signer des baux agricoles avec ces maraîchers. Donc on est en train de travailler sur le projet, même si ce n'est pas simple, parce que trouver des agriculteurs disposés à se lancer dans le maraîchage, qui est une activité quand même extrêmement complexe, extrêmement chronophage, avec des modèles économiques qu'il faut consolider. Voilà, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut aussi, nous, accompagner cette transition agricole. Et je donnerai un autre exemple qui me semble faire complètement sens. Sur une autre opération qui s'appelle la rucherie. On a des sujets de mise en place d'espaces à vocation de biodiversité, qui sont constitués, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais de ce qu'on appelle les plaines mésophiles, des prairies mésophiles et des haies bocagères qui sont très favorables à la biodiversité, notamment aux oiseaux. Et ce qui est très positif, c'est que cet espace écologique va être entretenu par un agriculteur. C'est-à-dire qu'on a noué un partenariat avec un agriculteur du territoire qui, en l'espèce, a une ferme laitière et qui viendra 2 fois par an effectuer la fauche tardive de ces espaces pour derrière servir de fourrage donc c'est une exploitation de vaches à son exploitation. Donc on est là aussi dans un système de transition agroécologique vertueuse où on est à la fois sur des compensations écologiques au titre de la biodiversité et à la fois un vrai partenariat avec le monde agricole. Et quel est le modèle de ce partenariat, justement, à chaque fois ? Est-ce que c'est une mise à disposition aussi du terrain par convention ? Et quel est Alors, ce qui est assez classique dans le monde agricole, moi j'ai découvert ça parce que je ne le pratiquais pas avant dans mon ancien métier d'aménageur. On est sur des baux agricoles de longue durée, plus de 10 ans. Donc c'est assez classique, c'est du bail agricole. Il faut s'entendre sur la surface, sur la durée, sur le nombre de fauches par an, etc. Donc on s'inscrit dans un cadre juridique assez classique. Donc la difficulté là encore, c'est de trouver les opérateurs finalement. Ça prend beaucoup de temps de trouver effectivement les opérateurs. Là, les opérations sont en projet ou sont en phase de réalisation ? Alors,
par exemple, la rucherie, c'est très très avancé, puisque on est au stade là de réalisation, c'est-à-dire que les aménagements ont été faits et ça y est, on va passer dans des phases d'exploitation par l'agriculteur. Donc c'est très très avancé. Sur Paris-Est, on est en phase où nous, on a bien avancé l'aspect technique, ce qu'on appelle l'AVP, puisque on définit cet espace et on l'aménage. Par contre, aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas encore trouvés. Donc il nous reste quand même cette étape à franchir de trouver les 2 ou 3 agriculteurs capables de faire du maraîchage à cet endroit-là. Et en termes de capacité de production, vous avez évidemment, j'imagine, évalué la capacité de production. Vous avez en tête des heures de grandeur. C'est ce qui est intéressant de travailler main dans la main avec le monde agricole. C'est qu'on propose des choses qui sont à l'échelle économique pour que ça soit viable. Moi, notamment, je suis assez dubitatif, à contrario, sur des petits projets que j'ai pu voir ici ou là, où on décrète de l'agriculture urbaine sur des petites toitures, etc. Ça, il n'y a pas de modèle économique. Ça ne marche pas. Ouais, il faut un minimum Le maraîchage, d'échelle, on le sait, un maraîchage de proximité, c'est minimum 3 hectares. Donc là, vous êtes sur 9 hectares. Donc au total, il y a 9 hectares à partager entre 2 ou 3 agriculteurs, mais en dessous, il n'y a pas de modèle économique. Donc il faut toujours bien travailler le modèle économique et ne pas décréter des choses qui, au final, ne seront pas réalistes pour les agriculteurs. Et malgré un modèle économique qui a l'air de tenir la route, une difficulté quand même pour avoir des opérateurs rapidement, en tout cas. C'est plus général au monde agricole. C'est partout pareil en France. C'est que les agriculteurs qui, beaucoup, arrivent maintenant à la retraite, ont du mal à retrouver un peu partout en France des repreneurs. C'est pas facile. Vous travaillez beaucoup cette question de l'alimentation aussi par un soutien aux projets alimentaires territoriaux. Est-ce que vous pouvez rapidement évoquer votre engagement auprès des collectivités pour soutenir ces projets ? Alors effectivement, les programmes alimentaires territoriaux sont une compétence des collectivités. Et l'aménageur est totalement partenaire de cela. Alors ça va se concrétiser par 2 choses. 1, la mise en œuvre concrète de projets, mais un peu comme de l'aménagement classique, c'est-à-dire que là où il y a des intentions stratégiques des élus, ça nous permet, nous, de transformer l'essai, comme à la rucherie, où concrètement, ce projet, on arrive à faire en sorte qu'il sorte de terre. Et puis un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on participe également au financement. Puisqu'il y a, dans le cadre des projets de ZAC, des compensations agricoles, qui sont des montants qui sont définis par les textes de loi. Et ces compensations agricoles, on les met à disposition via le PAT qu'on signe avec les collectivités, via des projets d'agriculture locale. Ça nous semble intéressant que ces fonds-là, qui sont générés par les ZAC, soient utilisés sur le territoire et ne soient pas gérés par un fonds commun qui serait un peu dispatché partout en France, on sache vraiment là où ça aille. Donc on a et le volet mise en œuvre des projets et le volet participation au financement. On voit bien que vous êtes dans votre rôle, le rôle dont on parlait en introduction, de soutien, d'accompagnement au projet politique, en fait, qui va au-delà du simple fait d'aménager des terrains que vous avez en propriété ou en maîtrise foncière. Mais pour l'agriculture, c'est vraiment une nouveauté. Moi, je peux être témoin. Il y a 20 ans, les aménageurs ne se préoccupaient pas d'agriculture. On avait déjà beaucoup de choses à faire. Là, aujourd'hui, c'est quand même une nouveauté. Moi, signer des baux agricoles, c'est quelque chose, c'est un vrai savoir-faire. On s'appuie sur le service juridique des PAMARN, mais qui n'existait pas il y a 20 ans chez les aménageurs. Et de la même manière, il y a, j'aimerais du coup qu'on finisse là-dessus, il y a une nouvelle manière de travailler avec les collectivités locales, un rôle aussi de l'aménageur qui va vraiment travailler le soutien, le partenariat avec les collectivités locales par des outils intéressant. On en parlait un petit peu en off juste avant de commencer ce podcast. Comment on travaille la stratégie de développement auprès des collectivités locales ? Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de cet outil SPLAIN, qui est un outil intéressant de partenariat ? C'est un outil assez récent, qui a été créé par les textes de loi assez récents. Ce qu'il faut regarder, c'est quand on se met en perspective, un certain nombre d'établissements publics d'aménagement ont été mis en place. Alors certains dans le cadre des villes nouvelles, d'autres dans le cadre de grands projets de territoire comme l'EPA Paris-Saclay, autour du campus international, ou à Euroméditerranée, etc. Il avait été parfois reproché, je trouve, à certains aménageurs d'État, de PA, de manquer de liens et de synergie avec les collectivités. Donc cet outil, SPLAIN, qui est assez récent, je trouve est une assez bonne réponse aussi à cette question-là.
Et EPAMarne avait de toute façon, depuis plusieurs années, un vrai ADN de partenariat avec les collectivités. C'est-à-dire que même si l'étiquette ville nouvelle subsistait plus ou moins, on sentait, moi je l'ai ressenti en arrivant en 2019, une vraie collaboration partenariale du quotidien avec les collectivités, que ce soit dans des COTEC, dans des COPIL ou dans des réunions techniques. Mais ces SPLAIN renforcent encore plus les choses parce que elles disent une gouvernance partagée. Chacun est actionnaire, typiquement EPAMarne à 34%, la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne à 35%, la ville de Chelles 29%, etc. Donc il y a un vrai partage de l'actionnariat, donc un vrai partage de la gouvernance, avec des comités de contrôle qui permettent aux collectivités d'avoir un contrôle analogue, et derrière des contractualisations via des concessions d'aménagement qui définissent très précisément les enjeux de dépenses et de recettes et d'équilibre d'opération pour qu'il y ait une parfaite transparence sur l'ensemble des comptes. Moi, j'avais entendu à l'époque, quand j'étais à Saclay, par exemple, un reproche des collectivités de dire oui, mais il n'y a pas assez de transparence entre le PA Saclay et les collectivités, notamment au regard financier. L'immense avantage aujourd'hui, c'est que au travers de ces outils-là, on a une transparence financière qui est totale. Tous les bilans sont validés à chaque fois et dans le conseil d'administration de la structure et dans les conseils municipaux ou conseils d'agglomération. Donc on arrive sur des outils qui, je trouve, sont bien équilibrés puisque gouvernance partagée, tout en utilisant l'expertise d'EPAMarne. Moi, je pense que c'est une chance qu'EPAMarne et ses 130 salariés aient perduré dans le temps parce que ça permet de consolider. On parlait tout à l'heure des sujets environnementaux. C'est des sujets de plus en plus complexes qui demandent des vraies compétences internes, ce qu'aurait du mal à avoir une petite structure de 5 ou 6 personnes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans du gagnant-gagnant. Qu'apporte le IN par rapport à une SPL classique ? Eh bien, le IN, en fait, c'est le fait que un organisme de l'État, en l'occurrence EPAMarne, rentre dans le capital. Une SPLA classique, c'est un outil où c'est 100% des collectivités. Alors que là, dans le IN, ça permet à EPAMarne, en tant que société structure de l'État, de rentrer dans le capital. Donc finalement, la clé, c'est la gouvernance pour l'aménagement durable, c'est la gouvernance partagée. Moi, je pense que les bons projets sont les projets qui, ont une bonne stratégie territoriale amont, très claire, suivie, affirmée. 2, une très bonne gouvernance. Et 3, quand même aussi, qu'on le veuille ou non, une très bonne expertise opérationnelle, puisque pour traduire cette stratégie en projet concret, il faut derrière être en capacité à mobiliser toutes les complexités opérationnelles et faire en sorte que les projets émergent. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée ou une bonne stratégie, il faut une bonne exécution pour que les choses deviennent réalité. Alors, juste vraiment un dernier mot peut-être sur les perspectives, puisqu'on en parlait tout à l'heure du projet stratégique, c'était 2020-2024, donc on est en phase de terminer ce projet. C'est quoi les 2-3 grandes priorités pour les quelques prochaines années ? Alors, on reste, qu'on le veuille ou non, sur des priorités très affirmées, sur les fondamentaux pour nos concitoyens, que sont le logement. On l'a inscrit très clairement dans une des priorités de notre nouveau PSO, que sont le développement économique, puisque le souhait de chacun de s'épanouir au travers de son travail, etc., ça demande aussi de mettre en place des choses pour donner les conditions de réaliser du développement économique. On a appelé ça les nouvelles opérations économiques, donc avec un vrai côté innovation, mais il n'empêche, ça reste au cœur des questionnements. Les mobilités, on est dans une région où la mobilité est à la fois un enjeu et pour nos concitoyens une vraie contrainte au quotidien, donc on doit participer, nous, à l'amélioration de ces mobilités du quotidien, par des pistes cyclables, par des aménagements de pôles d'échange multimodaux, comme on est en train de le faire à Champs-sur-Marne, parce que c'est au cœur d'un projet de territoire. Et bien sûr, on réaffirme aussi dans ce plan stratégique, comme dans l'ancien plan stratégique, la question de la décarbonation, la question de l'adaptation au changement climatique. On le sait, nos opérations, comme n'importe quelle opération d'urbanisme, a des questions de température en été, de résilience vis-à-vis des inondations, j'en parlais tout à l'heure. Donc on reste sur des fondamentaux, mais aussi on se préoccupe de l'avenir, y compris au regard de la transition écologique. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré quelques heures, quelques minutes, allez, 1 heure un peu plus,
au podcast Citizen Vox. Vraiment, c'était très intéressant. La dimension opérationnelle, vraiment, est hyper utile pour les auditeurs. Souvent, on est dans des considérations plus larges de modèles, etc. Et là, vraiment, voilà, ce que je souhaitais, c'est arriver à rentrer dans les outils. On a pu décliner les projets et voir quelle était aujourd'hui votre boîte à outils. Donc vraiment, je vous remercie, c'était très précieux. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Eh bien, merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.